Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau à Grenoble à l'occasion de ces e-Business Hydro, un événement qui a remplacé donc, les rencontres Business Hydro, un événement 100% digital. Donc nous sommes ravis d'être ensemble toute la journée et vous allez pouvoir échanger avec tous les experts du digital sur l'Hydro 4.0. J'aimerais remercier les journalistes qui sont avec nous pour cette conférence de presse. J'aimerais remercier les personnalités et les intervenants du monde professionnel. Et nous allons démarrer tout de suite par cette conférence de presse d'un format d'environ 1 heure, donc d'un format très court. Cette conférence de presse sera structurée en 3 parties. Donc la première partie, l'hydro et le développement des territoires. La deuxième partie, l'hydro et le business à l'export. Et la troisième partie, l'hydro dans la transition énergétique et le plan de relance. J'aimerais saluer sur notre plateau nos invités, Roland Vidil, président d'Hydro 21, et Manuel Lénas, directeur de EDF Alp'Hydro, une rivière, un territoire. Bonjour. Bonjour. Roland Vidil, bonjour. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de nous présenter l'association Hydro 21, qui est un collectif d'entreprises et qui est à l'origine de l'organisation de ces e-Business Hydro. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, cette année, c'est une première puisque nous démarrons cette version entièrement en digital. Donc nous n'avons hélas pas de présentiel cette année, on le regrette un peu. Néanmoins, nos partenariats continuent à s'élargir et donc on aura l'occasion au cours de cette conférence de presse d'entendre, de voir témoigner nos partenaires des collectivités territoriales et notamment ce matin la région et la métro et également des témoignages de tous nos sponsors. Alors, pendant cette année 2020, vous avez réalisé un certain nombre de livrables et je crois que pendant le confinement, vous n'avez pas du tout chômé, il me semble. Alors effectivement, donc l'année dernière, on avait produit pour les rencontres Business Hydro donc un document qui s'appelle l'hydroélectricité du futur en Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'il a été bien apprécié et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de Hydro 21. Et cette année, nous avons 2 innovations. Donc, une innovation qui est l'annuaire des acteurs de l'hydroélectricité en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un document qui regroupe l'ensemble notamment des adhérents à Hydro 21. Il a été adressé à tous les adhérents. Et puis enfin, nous avons produit une vidéo sur les métiers de l'hydroélectricité. Vidéo qui a été présentée et largement discutée hier dans la séance, hier après-midi, des e-Business Hydro. Alors Roland Vidil, la crise sanitaire nous a poussé à nous réinventer au quotidien. Est-ce que vous, au niveau d'Hydro 21, vous avez réfléchi à une refondation au niveau de votre association ? Alors oui, je réponds par l'affirmative. Donc on est en pleine réflexion sur la refondation et on a au moins 5 bonnes raisons de se refonder. D'une part, notre structure est un peu vieillissante, donc elle a une vingtaine d'années, donc il est temps de la rebooster un peu. On veut considérablement faire apparaître, donner une image de l'hydroélectricité au niveau international. On veut travailler un peu sur les questions de prospective et donc on a mis en place un groupe prospective au niveau de Hydro 21 pour réfléchir à, disons, l'Hydro 2030 par exemple. On veut donc élargir un peu le périmètre de Hydro 21 et puis enfin on veut professionnaliser notre démarche et la muscler. J'imagine que vous allez aborder naturellement rapidement l'ensemble de ces points au cours de cette conférence de presse que vous avez structurée en 3 parties, ce dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Tout à fait. Donc les 3 séquences qui ont été présentées sont en fait 3 axes de réflexion pour notre refondation. Et puis
correspondent aussi à 3 stratégies de positionnement de Hydro 21. Donc une stratégie un peu de développement régional, au travers des questions sur le partage de l'eau, les questions de tourisme, les questions de loisirs et d'autres. Une deuxième stratégie, qui est donc le deuxième acte, la deuxième séquence, qui est la stratégie de réindustrialisation de notre pays. Donc l'hydro, donc vous savez que le business à l'export est important. Donc il y a à peu près 530 gigawatts à développer, à construire en hydro à l'horizon 2040. Et donc, je pense que l'outil régional a quelque chose à faire là-dessus. Et puis enfin, une troisième stratégie, une troisième séquence, qui est la séquence de protection climatique et donc la partie tournée vers le développement des énergies renouvelables et la complémentarité entre les différentes énergies renouvelables. Roland, je vous remercie. La régie vient de me dire que nous sommes 487 connectés, donc restez en ligne. Merci à vous, puisque nous allons débuter de suite avec Yannick Noder, qui honore de sa présence cette conférence de presse. Yannick Noder, vous êtes avec nous en ligne. Yannick Noder, vous êtes vice-président délégué à la santé, l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et au Fonds européen de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Noder, est-ce que vous êtes en ligne ? Monsieur Noder était en ligne tout à l'heure. Eh bien, écoutez, en attendant, juste une petite minute, la régie me signale. Donc, en attendant, je vais poser peut-être la première question à Manuel Lénas ici sur le plateau pour qu'il puisse se présenter Bonjour. En qualité de directeur EDF Alpes Hydro. Eh bien, je suis Manuel Lénas, je dirige le programme Une rivière, un territoire d'EDF Hydro et en particulier ici dans les Alpes. Donc vous allez intervenir tout à l'heure sur quelle partie ? Alors moi je vais parler du territoire, rappeler un peu qu'il y a une liaison évidente, naturelle, historique et géographique entre l'hydraulique et le territoire et qui se décline ensuite sous les angles de l'emploi, de l'animation territoriale, de l'économie, et puis aussi de sport et loisirs, d'eau, irrigation, etc. Voilà. Très bien. Le temps que Yannick Noder nous rejoigne, j'avais une question à vous poser, puisque hier, nous avons consacré cet après-midi au métier de l'hydroélectricité. Et donc, vous avez été un des acteurs du clip vidéo. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre ressenti au sein de ce clip vidéo qui a été visionné par de nombreux internautes hier déjà ? Oui, alors le clip vidéo qui a été tourné, en fait, il a un seul objectif, promouvoir auprès des jeunes, en particulier des collégiens de l'Isère, les métiers de l'hydraulique. Alors c'est important parce que les hydrauliciens au sens large, alors aussi bien les producteurs que les sous-traitants, les prestataires, on a tous un peu de difficulté à recruter sur certains métiers. Et donc c'est très important de toucher les jeunes, au plus jeune âge, pour leur expliquer que l'industrie, c'est moderne, c'est tech, et donc il y a aussi des postes à pourvoir. Et donc la vidéo, elle a un seul objectif, faire connaître les métiers, donner envie aux jeunes de s'intéresser à cette industrie de territoire. Merci beaucoup. On me signale que Monsieur Noder est en ligne. Monsieur Noder, donc, vous êtes l'un des vice-présidents de la première région hydraulique de France. On sait que l'hydraulique est une énergie incontournable pour réussir la... Ah, on me dit que Monsieur Noder n'est pas encore en ligne. Monsieur Noder, on a un petit problème. Je suis là depuis le début. Très bien, on vous voit en visage. Mais on ne m'avait pas demandé de me connecter, donc j'étais sagement à vous écouter. Très bien, nous sommes très honorés de votre présence parmi nous. Monsieur Noder, effectivement, je disais que vous êtes l'un des vice-présidents de la première région hydraulique de France. On sait que l'hydraulique est une énergie incontournable pour réussir la transition énergétique. Et ma première question sera la suivante. Quel regard, vous et la région, vous portez sur cette filière ? Écoutez, on a un regard naturellement bienveillant pour une bonne et simple raison, c'est que c'est une fierté au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir finalement, donc première région industrielle de France,
deuxième région en termes de recherche d'innovation, d'avoir la chance de concentrer un écosystème particulièrement bien intégré sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement bien représenté en Isère pour une filière qui justement correspond à beaucoup d'objectifs qui sont partagés par beaucoup de nos concitoyens, qui est naturellement le développement d'une énergie propre, d'une énergie renouvelable. Et je pense que l'hydroélectricité, particulièrement en région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement, je dirais, en Europe, puisque Auvergne-Rhône-Alpes, avec la Norvège, est particulièrement bien équipée en hydroélectricité, eh bien, nous pouvons justement contribuer à une bonne part de production d'énergie verte. Et ça, je pense que c'est une des volontés aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, quelle est la dimension qui intéresse le plus la région Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce la dimension énergétique? On pense au schéma régional climat, air, énergie, la dimension industrielle, l'innovation, l'emploi, le développement des territoires? Alors, je dirais que c'est en tout. On ne fait jamais un schéma pour dire de faire un schéma. Un schéma, ça n'a d'intérêt que si derrière, il y a une valeur ajoutée et que ça se traduit dans le quotidien des 8 millions d'Auvergnats et de Rhône-Alpins. Donc, vous l'avez bien dit, l'énergie, d'une façon générale, fait partie des différents schémas structurants. Alors, il y a le schéma de développement économique, il y a le schéma de recherche d'innovation, il y a le schéma d'aménagement du territoire, il y a le schéma de développement énergétique. Donc, naturellement, qu'on essaye de mettre en mouvement la communauté d'acteurs. Et cette communauté d'acteurs, elle est bien représentée d'ailleurs au sein d'Hydro 21, dont je salue le président, puisque nous avons la chance d'avoir un écosystème qui est riche, avec beaucoup le monde académique, tout d'abord avec les universités, les grandes écoles, les laboratoires de recherche publics-privés. Donc, il y a un vrai écosystème sur la recherche et l'innovation, mais ce n'est pas de la recherche et de l'innovation, on va dire, pour rien, juste pour l'idée de rechercher, c'est bien l'idée de transférer tout cela vers le monde économique, à des pôles de compétitivité comme TERDIS, des associations comme Hydro 21 ou INRA, et puis toute une grappe de grands noms du monde économique qu'on connaît, qui sont aussi des acteurs de la production énergétique, avec la CNR, avec les EDF, GEG, GeoHydro, Artelia. Donc l'idée pour la région, c'est de pouvoir justement favoriser ce continuum entre la recherche, l'innovation, le transfert de technologie vers effectivement la production industrielle sur différents strates, des grands groupes, des ETI, des PME, et puis des producteurs, je dirais, quasiment locaux, avec des barrages encore familiaux, et tout ça accompagné de formation, parce qu'on voit que c'est des métiers qui sont avec une forte évolution, avec une forte innovation, qui sont en mouvement en permanence. Et le rôle de région, si vous voulez, c'est de jouer son rôle d'assemblier sur la partie formation, sur la partie recherche, sur la partie développement économique, pour permettre à cette filière de pouvoir produire l'électricité. C'est la deuxième source de production en France, c'est plus de 20 000 emplois, et tout ça peut aussi réconcilier en gros développement économique et développement durable. Et je pense surtout que la volonté de la région, ce n'est pas du tout d'opposer les problématiques économiques et les problématiques d'écologie. Je pense que l'écologie, c'est le souhait de tout le monde, et on peut produire de l'énergie, la preuve, en étant parfaitement écologique et en restant innovant. Monsieur Neder, une dernière question, puisque vous étiez présent aux rencontres Business Hydro 2019. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en plein événement digital. Comment quel regard vous portez sur cet événement digital e-Business Hydro, et quelle impulsion vous pouvez donner aux entreprises pour franchir cette transition numérique? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les acteurs qui sont présents sur le plateau avec vous, parce que effectivement, vous l'avez dit, ils ne sont pas restés inactifs avec la constitution d'un annuaire, et je remercie M. Villiers, parce qu'il y a tellement d'acteurs, ça foisonne tellement à Hydro 21 que c'était bien qu'il y ait cet annuaire.
Après, il y a le livre blanc. Donc, je crois que tout ça va dans le bon sens. Je crois qu'il y a des niches encore de développement extrêmement importants. Et d'une façon générale, pour répondre à votre question, la région Auvergne-Rhône-Alpes, naturellement, avec ma collègue à l'économie, Annabelle André-Laurent, eh bien, provoque, je vais pas les détailler aujourd'hui, c'est pas le lieu, mais sachez que naturellement, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis dans ses priorités, c'était déjà avant la période Covid, mais ça s'est accentué, tout ce qui est l'industrie du futur, l'industrie 4.0 et la digitalisation des entreprises, du monde économique, de l'enseignement à distance, tout ce qui, malheureusement, on savait que ça allait arriver, mais a subi une forte accélération du fait de la crise sanitaire. Donc, vous pouvez contacter l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui suit beaucoup ces rencontres d'Hydro 21, donc l'antenne iséroise, particulièrement aujourd'hui à Grenoble, mais ou sur l'ensemble des antennes. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, avec les services économiques, ont une solution pour la digitalisation des entreprises, quelle que soit la taille des entreprises, et naturellement, et j'en profite parce que c'est bien le sujet en ce moment, aussi jusqu'au niveau des commerçants artisans, des très petites structures qui, pendant cette crise sanitaire, vont être fortement impactées. Donc, on est totalement mobilisé au niveau de l'exécutif régional, quel que soit son champ de compétences, pour que l'ensemble des acteurs économiques, tout en respectant les règles sanitaires, eh bien, puissent continuer d'avancer, de progresser, parce qu'on sait très bien que derrière cette crise malheureusement sanitaire, et je suis bien placé pour le savoir, eh bien, ça va être une crise économique et une crise sociale sans précédent. Donc, la digitalisation des entreprises, naturellement, et puis un petit mot dans mes fonctions de vice-président Europe, puisque j'ai pu détailler effectivement sur la recherche-innovation, ça fait partie aussi dans les programmes européens. Vous savez qu'on est à la veille des négociations 21-27, que finalement les choses avancent bien, qu'on est en train de calibrer notre feuille. Eh bien, il y a beaucoup de choses, notamment sur le numérique, mais je dirais que pour la filière hydroélectrique, c'est vraiment quelque chose qui se prêtera au financement européen, puisque le premier axe, une Europe plus intelligente, c'est effectivement de faire des progrès sur l'hydroélectricité. L'axe 2, c'est une Europe plus verte, donc je crois que ça contribue effectivement à avoir une énergie renouvelable. Et puis l'axe 3, c'est une Europe plus numérique, donc je pense que la digitalisation, sur ces 3 premiers thèmes, je crois qu'on est totalement dans l'orientation et le Green Deal qui est souhaité au niveau européen et dans lequel la région Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que autorité de gestion des fonds européens, eh bien, s'inscrit pleinement. Et d'ailleurs, on le voit dans les différents projets, notamment de recherche, qui sont des consortiums d'entreprises, de laboratoires de recherche ou d'universités, avec l'UGA, avec l'INP. Et il y a en permanence des beaux projets de recherche, je ne vais pas les énumérer ici, mais notamment les PSPC ou les ex-FUI. On voit que la filière hydroélectrique eh bien, était très dynamique et répondait à tous ces appels à projets pour globalement créer de la valeur ajoutée. Monsieur Neder, je vous remercie. Je vous invite à rester avec nous pendant toute cette conférence de presse au cas où nous ayons des questions des journalistes. Et je me tourne de suite sur le plateau avec Manuel Lénas pour effectivement cette première séquence consacrée à l'hydro et le développement des territoires. Donc Manuel, la première question sera la suivante. Comment se positionne l'hydroélectricité en Auvergne-Rhône-Alpes et quel rôle joue l'hydraulique pour le développement des territoires ? Alors, il faut bien redire que l'hydraulique est une énergie de territoire, une industrie de territoire. Le lien avec la région, déjà, c'est un lien historique. Il faut rappeler que l'hydroélectricité, la houille blanche, est née ici, sur le sillon alpin, et pas très loin du grand bassin grenoblois dans le Grésillan, il y a 150 ans. Et 150 ans plus tard, cette région demeure la première région hydroélectrique de France et l'une des principales en Europe. Et 150 ans plus tard, l'hydroélectricité demeure la première des énergies renouvelables en France, en Europe et dans le monde. Donc il y a déjà un lien historique très fort entre cette énergie et le territoire. Ensuite, la deuxième interface avec le territoire, c'est que c'est une ressource de territoire. On produit de l'électricité verte, renouvelable, à partir d'une ressource qui est l'eau, qui est issue de ces territoires et qui est un bien commun, un bien précieux. Et grâce à ça, on fabrique une très très belle énergie. Et puis ensuite, il faut expliquer que l'hydraulique, c'est bien plus que de l'énergie. C'est la seule énergie qui sert à faire autre chose que de l'énergie. Alors, à partir de l'hydraulique, on stocke
3/4 des réserves de surface d'eau en France le sont dans des barrages hydroélectriques, essentiellement les barrages EDF. Donc ça nous donne à tous les acteurs de l'hydraulique une responsabilité pour la bonne gestion et le bon partage de cette eau qui est stockée dans les barrages. Et puis ensuite, l'hydraulique, ça permet tout un tas d'autres activités, on appelle ça des externalités. Donc c'est de la ressource en eau potable pour les industries, pour l'agriculture et l'irrigation, et on sait à quel point c'est important dans certaines régions. Et puis c'est aussi évidemment un bassin d'activité pour l'emploi local non délocalisable. Monsieur Le Nerf le disait, en France, l'hydraulique, c'est à peu près 20 000 emplois équivalents temps plein, à peu près plus de 5 000 ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus, parce que là, on parle d'équivalent temps plein, mais derrière, il y a beaucoup de salariés qui sont occupés par des prestations liées à l'hydroélectricité. Donc, il y a un volet emploi local, territorial important. Et puis, le dernier point, c'est évidemment tout ce qui est l'usage de l'eau sous sa forme touristique, récréative, de loisirs. On sait à quel point, dans certains endroits, on pense en particulier à Serponçon, dans la vallée du Drac ou en Savoie, les lacs de barrage sont des pôles d'attractivité touristique très importants. À Serponçon, dans les Hautes-Alpes, le lac représente 40% du tourisme estival du département. Donc voilà, l'hydraulique, c'est ce lien consubstantiel avec le territoire, c'est toutes ces interfaces pour le partage de l'eau et l'usage de l'eau. Manuel, je vous remercie. Nous allons de suite enchaîner avec Jean-Sébastien Fargeau, s'il est en ligne, responsable du département pilotage support chez CNR. Jean-Sébastien, vous êtes en ligne avec nous? Oui, je suis en ligne, oui. Ah, merci. Très belle image. Je vous remercie de nous donner la parole. Jean-Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle joue l'hydroélectricité au sein du territoire? Écoutez, Emmanuel l'a très bien expliqué, mais je crois effectivement que l'hydroélectricité, je crois que ça représente finalement le premier engagement des territoires vers la source d'énergie renouvelable. Donc c'est un engagement quand même local en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, avec finalement une source de production durable et avec un impact très limité sur l'environnement. Il ne faut pas aussi négliger aussi l'aspect économique. L'hydroélectricité, c'est un vrai poumon économique pour les territoires. C'est un gros pouvoir d'emploi direct, comme on disait tout à l'heure, mais aussi indirect, parce qu'on fait vivre beaucoup d'entreprises pour pouvoir accompagner toute l'hydroélectricité. Donc, et c'est encore plus vrai, je crois, dans cette période de crise sanitaire, où finalement, tout en veillant au respect des règles sanitaires, on maintient nos engagements vis-à-vis de nos fournisseurs et nos prestataires. Je crois que c'est un signe positif et de maintien de l'économie, quoi. Après, effectivement, l'hydrocité a souvent aussi accompagné les territoires dans leur aménagement, et comme on le disait tout à l'heure sur le tourisme, mais aussi au travers des plateformes nodales en utilisation de la voie d'eau. Ça permet aussi de valoriser finalement aussi l'ensemble des territoires et du patrimoine et leur patrimoine. C'est aussi quelque chose de très important. L'hydroélectricité, elle a su évoluer aussi, je dirais, dans le temps, en s'adaptant au contexte réglementaire, tout ça pour limiter leur impact. Et moi, je voudrais notamment faire allusion à tout ce qui est restauration des lawns écologiques, la continuité piscicole et une meilleure gestion sédimentaire, tout ça pour avoir une meilleure symbiose avec l'écologie. Et puis enfin, on trouve en fait aussi des liens étroits entre l'hydroélectricité et l'agriculture, avec le partage de l'eau, qu'on pourrait appeler l'or bleu. Et puis il y a quand même un véritable engagement aussi de l'hydroélectricité en faveur de la vie associative à travers le sponsoring et le mécénat. Jean-Sébastien, je vous remercie pour votre témoignage très court, effectivement, puisque nous avons 1 heure juste au niveau de cette conférence de presse. Je vous invite à rester en ligne. Je vais demander à Nicolas Fléchon d'intervenir. Nicolas, qui est directeur de production des énergies renouvelables chez GEG. Nicolas, vous êtes en ligne, formidable. Bonjour Nicolas. Bonjour, vous nous entendez? Bonjour à toutes et à bonjour. Tous. Nicolas, très bien. Nicolas Fléchon, est-ce que vous pouvez nous indiquer votre rôle au sein du développement des territoires en qualité de représentant de la petite hydraulique?
Vous savez, l'entreprise que je représente, GEG, elle est née aussi de ce développement des territoires et puis plus directement, ça a été dit, hein, du développement de la petite hydroélectricité dans la vallée de la Romanche qui a stimulé la création de réseaux électriques et notamment sur Grenoble. Ces réseaux électriques ont été ensuite gérés, animés par les services municipaux, puis des régies et puis jusqu'à la création de la SEM. Donc clairement, aujourd'hui, historiquement, ce développement des territoires, il s'est fait via la petite hydroélectricité. C'est l'histoire qu'on essaye de continuer à construire aujourd'hui à GEG ou en tant que représentant de la petite hydro. Donc très concrètement, ça veut dire quoi participer à ce développement des territoires? C'est aussi intimement, et c'est dans notre ADN, associer la collectivité, les citoyens à ce développement. Et concrètement, nous le faisons de la façon suivante. Dès que nous envisageons un nouveau projet de territoire, nous associons la collectivité dans la conception, qui est aussi un élément très important d'acceptabilité de ces projets d'énergie renouvelable. Et on voit qu'il y a aujourd'hui des questionnements, des oppositions autour de ces projets. Donc tout l'accompagnement, toute la communication qu'on peut faire autour de ces projets, c'est aussi un inducteur positif du développement de ces territoires. C'est aussi en associant, chaque fois que nous le pouvons, les collectivités directement dans le capital des projets. Donc elles deviennent actionnaires, elles deviennent acteurs, elles portent une partie du risque. Et c'est des partenaires qui deviennent donc du coup acteurs sur la durée et qui participent à la gouvernance de ces projets. Aujourd'hui, ce mode de développement fonctionne. Ne serait-ce que pour la société que je représente, on a 11 centrales actuelles dans les Alpes. Et nous avons plus de 25 à 30 projets de développement sur ces territoires. Et la perception vue des collectivités est extrêmement positive. Ça a été rappelé tout à l'heure par l'élu. C'est vu aussi comme une façon de pouvoir assurer des revenus sur le long terme, hein, par les redevances, par un certain nombre de recettes qui sont associées à ces projets. Donc c'est important pour les collectivités d'associer aussi un projet de transition énergétique. Et chaque fois que nous le pouvons, que ce soit GEG ou les autres acteurs, nous essayons, alors dans la limite aussi de la commande publique, hein, puisque nous sommes entité adjudicatrice, donc nous nous soumettons à des règles de la commande publique et de mise en concurrence, mais nous essayons d'associer un écosystème local, des acteurs locaux, à ce développement, à la construction et à l'exploitation des ouvrages. Nicolas Fléchon, je vous remercie. Je vous invite à rester en ligne. Je vais peut-être solliciter les journalistes qui sont en ligne via Zoom ce matin. Peut-être ont-ils des questions, si la régie peut effectivement répondre via mon oreillette. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je vais poser la première question. À Roland Vidil, qui est près de nous, président d'Hydro 21. Le potentiel hydroélectrique est concentré pour moitié en Auvergne-Rhône-Alpes. L'hydroélectricité est considérée donc comme une énergie propre, renouvelable, pilotable, stockable, flexible. Quels sont les enjeux, Monsieur Vidil, pour le développement de l'hydroélectricité au sein du mix énergétique dans les années à venir ? Vaste question. Disons que l'analyse que l'on a faite est de considérer qu'il va y avoir dans les années qui viennent donc un développement très important d'énergie renouvelable intermittente, donc que sont le solaire et l'éolien, et que cette question d'intermittence pose quand même problème, et que la question qui nous est posée n'est pas est-ce qu'il faut développer plus d'hydro, plus d'éolien ou plus de solaire, mais c'est la question est-ce qu'il ne faut pas développer, rechercher la complémentarité entre des énergies qui sont pilotables et des énergies qui sont intermittentes. Et donc quand je dis pilotable, je pense à l'hydro, mais l'hydro est également une énergie stockable et flexible. Et donc la question qui nous attend pour les prochaines années, c'est effectivement la complémentarité entre tout ça pour faire un mix important d'énergie renouvelable. Et donc c'est ce travail-là qui nous attend et qui va donner, à notre avis, à l'hydroélectricité un rôle beaucoup plus important que celui qu'il a aujourd'hui.
Très bien, Monsieur Vidil, je vous remercie. La première séquence se termine, mais restez en ligne. Donc je vais vous proposer une page musicale associée à une page sponsor. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, rebonjour. Nous poursuivons notre conférence de presse dans le cadre de notre événement e-Business Hydro. Nous sommes toujours 487 connectés et je voudrais vous remercier, vous internautes, et remercier les journalistes qui nous ont rejoints, entre autres le Dauphiné Libéré avec Mathieu Estrangin, l'Essor de l'Isère, Isère Magazine, Mathieu Burdette de Aqua Média International, qui est un journal international qui nous suit depuis quelques années. Et j'accueille sur le plateau David Havard, qui est chef de produit division Hydro GE Renewable France au siège mondial de la recherche et développement. David, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la filière GE Renewable France, s'il vous plaît, et le potentiel de développement à l'export? Merci beaucoup Marie-Hélène. Bonjour à tous. Tout d'abord, GE Hydro fait partie du pôle renouvelable de General Electric. Ce pôle a son siège mondial à Paris et c'est à peu près 15 milliards de chiffre d'affaires, 40 000 employés dans 80 pays. Donc l'international fait partie de notre pain quotidien, je dirais. Et quant à l'hydro à Grenoble ou l'hydro en France, nous pilotons en fait des projets de A à Z, de l'Australie à la Zambie, en passant bien entendu par la France, par les pays limitrophes, mais aussi par des pays un peu plus loin comme la Lettonie, l'Israël, le Tadjikistan, le Pakistan, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, la Corée du Sud. Donc c'est extrêmement international. J'ai parlé de beaucoup de pays et dans beaucoup de chantiers dans ces pays, en fait, il s'agit plutôt de modernisation, de réhabilitation d'ouvrages et de machines existantes. Et en effet, c'est une tendance assez marquante de ces dernières années. C'est important de savoir que dans 10 ans, la moitié de la flotte hydraulique dans le monde aura plus de 40 ans. Or, 40 ans, c'est important parce que c'est à peu près à cet âge-là où les machines commencent à être fatiguées, avoir besoin d'être renouvelées ou modernisées. Donc, il y a déjà un marché important de réhabilitation à l'export. Roland a fait référence aussi à des études qui sont sorties récemment, des études très sérieuses. Quand je parle aussi du marché de neuf, des installations neuves, donc là, ce marché-là a été plutôt à la baisse ces dernières années, mais néanmoins, avec ces études et avec la transition énergétique, il est clair qu'il y a beaucoup de pays qui mettent l'hydro au cœur de leur plan de transition énergétique pour décarboner leurs économies. Très bien, David, je vous remercie. Je vais prolonger ces échanges avec David Hefflinger, qui est responsable des ventes au sein d'Hydro-Exploitation, une belle entreprise suisse. Est-ce que, Monsieur Hefflinger, vous êtes en ligne avec nous ? Oui, en direct de la Suisse, bonjour. Ravi de vous accueillir sur notre plateau à Grenoble. Monsieur Hefflinger, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre témoignage du développement de l'hydroélectricité à l'export, justement, au sein de votre entreprise? D'abord, bonjour à tout le monde ici présent, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Un grand merci aux organisateurs d'avoir maintenu cette journée et d'avoir su organiser en si peu de temps un event en ligne. Vraiment, c'est une belle opportunité pour nous de rencontrer nos clients et les donneurs d'ordre français. Pour commencer, j'aimerais juste brièvement présenter notre société. Je vais essayer de respecter le timing, ne vous inquiétez pas. Donc, Hydro est un prestataire de services du premier plan en Suisse dans l'exploitation des aménagements hydroélectriques. Donc, contrairement à Gilles qui parlait tout à l'heure, nous sommes plus une société qui fait la conduite et la maintenance des aménagements. Donc, un prestataire de service, on ne livre pas de matériel comme Gilles en fabrique. Donc, sous un même toit, nous réunissons l'ensemble des compétences spécifiques à l'exploitation ainsi qu'à la réhabilitation des aménagements. Nous sommes basés à Sion, tout près de Chamonix. On est à moins d'1 heure de Chamonix. Et notre entreprise exploite des aménagements d'une puissance installée d'environ 22% du parc hydroélectrique suisse, ce qui représente 17 000 MWh en Suisse pour l'hydroélectricité. Ensemble, ces aménagements produisent près de 16% de l'énergie hydroélectrique suisse. La taille de notre société, c'est 400 employés, dont environ une centaine d'ingénieurs dans les domaines de la mécanique, de l'électricité, du génie civil et de l'automation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre société n'est pas propriétaire des aménagements, mais nous sommes uniquement un prestataire de services.
pour répondre à votre question par rapport à l'export, donc nous sommes sur Business Hydro puisque nos clients français, nous avons plusieurs clients français. Notre marché de l'export se concentre principalement sur les pays limitrophes que sont la France, l'Autriche ou l'Italie, principalement dans les Alpes. Ce que je voulais dire également, c'est vous citer quelques exemples. Comment on est arrivé en France? Déjà, c'est par le partage d'expérience avec les ingénieurs français, soit d'EDF, soit de CNR. Nous avons commencé par discuter et faire des échanges techniques pour finalement arriver à des mandats qui nous ont été confiés. Donc la plus grande difficulté pour nous, entreprise suisse, c'était de répondre aux sollicitations administratives différentes que celles demandées en Suisse. Par exemple, les habilitations techniques qui sont un petit peu différentes. Nous avons aussi passé par le service des achats des différentes sociétés qui ont dû nous qualifier pour qu'on soit aptes à répondre à leurs sollicitations. Je me permets également de citer des aménagements sur lesquels nous travaillons régulièrement et qui sont franco-suisses. Par exemple, la centrale de Valorcine, non loin de Chamonix, qui est propriété d'Électricité des Moissons, et l'aménagement également de Chancy-Pougny sur le Rhône, non loin de Genève, qui est également une propriété franco-suisse. Donc c'est intéressant de voir que nous avons des collaborations aussi entre nos deux pays. Ils ont même déplacé des frontières pour faire ces aménagements, surtout les Moissons, pardon. Je voulais également vous citer quelques exemples. À l'export, on travaille également principalement dans du support et de l'expertise à la maintenance, dans les aménagements à l'international. En Afrique, nous sommes allés au Maroc, nous sommes allés en République démocratique du Congo. Et cette année, nous avons même donné des formations à des ingénieurs qui s'occupent des barrages en Inde. Donc, ce marché international, pour nous, c'est principalement du support, de l'expertise et de l'ingénierie à l'étranger. Monsieur Affliger, je vous remercie. Nous poursuivons cet échange avec une entreprise basée à Sassenage, avec Madame Catuogno. Donc, Madame Catuogno, est-ce que vous êtes en ligne? Vous êtes la présidente d'ACS, Atelier Chaudronnerie de Sassenage. Vous êtes un fabricant 100% français. Madame Catuogno, est-ce que... Oui, bonjour. Ravie de vous accueillir sur notre plateau à Grenoble. Vous n'êtes pas très loin. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous indiquer le potentiel de développement de ACS à l'export? Oui, alors je me présente, je suis Madame Catuogno Alessi Sophie, je suis PDG d'une chaudronnerie familiale spécialisée dans l'énergie et tout particulièrement dans le domaine de l'hydroélectricité depuis 20 ans. Nous sommes situés dans le berceau de la houille blanche, près de Grenoble. Actuellement, nous subissons la crise Covid, comme de nombreuses industries dans le monde. Actuellement, génératrice d'environ 5 000 emplois en Rhône-Alpes, 20 000 directs ou indirects en France, 120 000 en Europe. Nombreux sont les pays ayant des projets dans ce domaine et le potentiel mondial de développement est énorme. Ces pays apprécient la qualité des fabrications des spécialistes français que nous sommes et ces marchés nous donnent de belles perspectives d'avenir. Lorsque l'on mesure le potentiel de développement de cette belle filière verte en France et à l'international, je ne comprends pas son absence totale du formidable plan de relance de l'État. En effet, l'hydroélectricité représente 10% de l'électricité produite sur le vieux continent et pourrait être une réelle piste de développement économique et d'emploi si les autorités nous y aidaient. 7 milliards de soutien au développement de la filière hydrogène vert viennent d'être annoncés par l'État et c'est formidable pour cette énergie d'avenir, mais pas un seul euro pour les énergies renouvelables. Pourquoi? Nous avons une chance extraordinaire d'avoir le soutien de notre État, mais également un président de région qui n'a de cesse de vouloir soutenir l'emploi. Nous sommes dans la région française qui représente quelques 424 mégawatts en file d'attente, soit 83% de la puissance en attente de raccordement à l'échelle nationale. Alors, Monsieur Vauquier, s'il vous plaît, produisons de l'hydrogène vert issu d'électricité renouvelable, telle que l'hydroélectricité, et marchons main dans la main vers la décarbonisation. Aidez-nous à alléger la lourdeur administrative qui empêche notre filière d'avancer comme elle le devrait et qui permettra à nous, acteurs économiques, de préserver et développer nos emplois. Pour finir, je tiens à remercier par avance tous les donneurs d'ordre de la filière, petits et grands, nationaux et privés. De ne surtout pas oublier qu'il faut soutenir la filière industrielle française et locale, d'excellence qui les accompagne depuis des siècles et qui est bien mise à mal
par cette crise mondiale. Alors je suis navrée, mais je vais oser un mot qui n'est pas toujours politiquement correct, le mot protectionnisme. Le protectionnisme évite la dépendance et sauve des emplois. Ne l'oublions pas. Merci à tous et bon salon. Merci Madame Catugno pour votre témoignage. Je vais demander à la régie si nous avons des questions des journalistes. Je m'adresse à la régie. Oui, nous avons une question d'un journaliste. Donc si la voix off peut peut-être intervenir sur le plateau. Alors, la question, y a-t-il des possibilités nouvelles pour le stockage d'électricité avec l'hydroélectricité ? Qui veut répondre? David, merci. David. Merci beaucoup pour la question, elle est excellente et la réponse est toute faite, elle est oui, elle est très fortement oui. L'hydro en fait peut stocker l'énergie de deux façons différentes. Déjà juste le fait de retenir l'eau dans les barrages, Manuel en a parlé tout à l'heure, c'est déjà une forme de stockage. Par exemple, s'il y a beaucoup de solaire photovoltaïque dans le système, pendant les journées d'été par exemple, on peut arrêter la production hydraulique, on peut stocker cette eau qu'on va utiliser pendant la nuit par exemple. Bon, en France, c'est peut-être un exemple un peu moins fort, parce que justement, il y a le nucléaire, il y a d'autres. Mais c'est juste pour illustrer les changements qui arrivent avec les énergies intermittentes. Et puis, bien entendu, il y a un autre volet aussi au stockage de l'hydro qui vient des STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage. Je reviens aussi sur les études que Roland a citées tout à l'heure, qui appellent à beaucoup d'hydro dans les 20-30 prochaines années. Il y a un doublement prévu de la flotte des STEP dans le monde. Et les STEP sont là justement pour fournir l'énergie massivement quand il y en a besoin pour soutenir les réseaux. Donc merci pour la question et je peux vraiment vous affirmer que oui, le stockage est clé pour l'hydro. Merci David. Chloé, est-ce que nous avons d'autres questions en ligne ? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Merci Chloé. Une deuxième question, puisque nous sommes juste dans le timing, peut-être qu'il va s'adresser à David ou à Roland Vidil. Les marchés à l'étranger offrent d'importantes opportunités pour la filière hydraulique. Il existerait un gisement de l'ordre de 530 gigawatts à construire dans le monde d'ici à 2050, selon l'Agence internationale de l'énergie. Un chiffre qui incite à l'optimisme. Je me tourne vers David Havard. Vous pouvez le commenter ? Oui, mais je pense dans ce chiffre-là, donc il y a une étude de l'IEA, il y a d'autres études par la Banque mondiale, par l'IRENA, qui poussent tous dans le même sens. Donc c'est de faire plus d'hydro, d'augmenter assez fortement la base installée existante. J'ai parlé tout à l'heure des STEP, donc les STEP en font partie, mais néanmoins il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore maîtriser tout le potentiel de l'eau qui se trouve sur le territoire. Je pense encore à l'Inde, à la Chine, mais aussi beaucoup de pays en Amérique latine. Le Brésil est toujours un pays avec un potentiel élevé. Et puis il y a énormément d'autres pays aussi, comme le Pakistan, donc les pays dans l'Himalaya, le Bhoutan, et puis également des pays en Asie du Sud-Est, par exemple, avec la fleuve Mekong, le Laos, le Myanmar, il y a d'autres pays comme ça. Donc il y a encore un potentiel à prendre en fait pour assurer cette transition énergétique. David Havard, je vous remercie. Nous passons à présent à notre page musicale, page sponsor, et nous vous retrouvons dans 2 petites minutes. Restez connectés. Merci. Mesdames, Messieurs, rebonjour. Nous poursuivons notre conférence de presse dans le cadre de cet événement e-Business Hydro. Et j'en profite pour remercier tous nos journalistes qui sont en ligne, une dizaine, me dit-on, et notamment la revue Enviscope. Merci à vous. Donc, d'autres internautes nous ont rejoints et j'apprends que nous sommes à 497 connectés. Merci à vous de votre intérêt pour cet événement. Nous passons donc à la 3e séquence, l'hydro dans la transition énergétique et le plan de relance. Et je vais demander à Monsieur Pierre Véry, vice-président délégué à la transition énergétique et plan climat air énergie au sein de Grenoble-Alpes Métropole, d'intervenir. Monsieur Véry, vous êtes en ligne ?
Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ravi de vous accueillir parmi nous. Alors effectivement, je crois que j'aimerais que vous puissiez apporter votre témoignage sur le positionnement de l'hydroélectricité dans le cadre de la transition énergétique. Oui, merci pour votre accueil, merci aux organisateurs et bravo pour le timing. Donc je dirais que l'hydroélectricité est la première des énergies renouvelables électriques en France, ce qui en fait un outil indispensable à la transition énergétique et au développement des énergies renouvelables. Je n'oublie pas qu'elle est également un outil pour la conciliation des usages, de l'eau et le développement durable des territoires. Je dirais que l'électricité est aujourd'hui une des principales solutions au problème du réchauffement climatique qui doit être notre priorité. Les émissions de carbone proviennent de nombreuses sources, vous le savez, en particulier dans le domaine du transport et du logement. La production d'électricité n'en représente qu'une partie, et parmi les différentes sources d'émissions de carbone, l'électricité est celle qui bouge le plus vite vers la décarbonation. Quand on pense aux énergies renouvelables en France, il faut se rappeler qu'on pense d'abord à l'éolien et au solaire. Or, l'énergie renouvelable électrique qui a le plus augmenté dans le monde est l'hydraulique, et notamment les acteurs présents l'ont rappelé. Elle représente 5 à 6 fois la production éolienne dans le monde. Cela reste de très loin la première des productions. Je dirais également que les ENR dépendent de notre géographie. Et dans notre région montagneuse et couverte de forêts, l'hydraulique et la biomasse représentent les meilleures sources de développement des ENR. Et votre interlocuteur l'a rappelé tout à l'heure, l'hydraulique a un avantage par rapport aux énergies renouvelables intermittentes, car elle permet également le stockage d'une partie de l'énergie produite, avec la réalisation notamment des stations de transfert d'énergie par pompage, les fameuses STEP. EDF en exploite 6 en France, dont l'une des plus importantes est dans notre région. Il s'agit du barrage de Grand-Besson. Alors pour notre territoire, avec près de 900 gigawatts de production en 2018, l'énergie électrique d'origine hydraulique représente un tiers de notre production d'énergie locale renouvelable sur la métropole. Et l'objectif que nous nous sommes donné, l'objectif du schéma directeur énergie 2020-2030, est d'augmenter de 5% cette part de production. Pour terminer, aujourd'hui, la production locale d'énergie renouvelable et de récupération représente une couverture de 20% de notre consommation d'énergie, l'objectif étant d'atteindre 30% d'ici 2030. Donc je dirais que l'hydroélectricité devient aujourd'hui une composante incontournable d'une politique de renforcement de la sécurité d'approvisionnement et de lutte contre l'effet de serre. Elle constitue par excellence l'énergie du développement durable. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Véry, de votre témoignage. Et nous enchaînons aussitôt avec Madame Schweitzer, puisque, comme vous le savez, pour financer les projets hydrauliques, il faut également des établissements financiers. Donc, Madame Schweitzer, directrice du développement à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, va nous apporter son témoignage, si elle est en ligne. Madame Schweitzer. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, je vous remercie. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau en ligne. Madame Schweitzer, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel rôle joue la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes dans l'accompagnement des entreprises dans la transition énergétique? Oui, donc bonjour et merci pour votre invitation et puis bravo pour cette organisation en ligne. Donc la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que banque coopérative régionale, accompagne depuis plusieurs années déjà des projets et des entreprises de la transition énergétique sur tout le territoire de la région, et notamment dans le secteur de l'hydroélectricité au vu du contexte régional, bien sûr. Et aujourd'hui, notre ambition sur la transition énergétique est vraiment forte. Nous avons vraiment la volonté d'amplifier notre implication dans la transition énergétique en accompagnant encore plus de projets et plus d'entreprises. Et c'est pour cela notamment que nous avons lancé en septembre, après plusieurs mois d'élaboration, la Banque de la transition énergétique. Donc le but de la Banque de la transition énergétique, comme je l'indique, c'est vraiment de pouvoir nous aider à développer nos ambitions sur ce sujet, avec 2 ambitions principales. La première ambition, donc, comme j'ai dit, c'est d'accélérer notre contribution à la transition énergétique sur tout le territoire de la région. Et pour ce faire, concrètement, on a mis en place une équipe d'experts au sein de la banque, donc une équipe d'experts sur les sujets d'énergie renouvelable, dont l'hydroélectricité, bien sûr, et d'efficacité énergétique.
pour faciliter le financement de projets ou d'entreprises de ces secteurs et de venir apporter une expertise à l'ensemble du réseau de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, le but, c'est de travailler vraiment avec l'ensemble de nos conseillers sur tout le territoire. Ce qu'on va faire aussi, en plus de cette partie financement de projets, financement d'entreprise, c'est de mettre en place des partenariats avec des acteurs locaux des énergies renouvelables, de la rénovation énergétique ou de l'écomobilité, pour pouvoir apporter en plus du conseil et faciliter la mise en place de projets chez nos clients, entreprises ou particuliers. Donc il y a cette volonté aussi, en plus du financement, de promouvoir la transition énergétique auprès de nos clients. Et après également, bien sûr, développer des offres de financement spécifiques qui paraîtraient nécessaires pour pouvoir développer certains secteurs d'activité de la transition énergétique. Donc on a cette ambition qui porte vraiment sur l'accompagnement des entreprises et des projets. Et on a une autre ambition aussi qui porte sur l'épargne et qui est aussi portée dans le cadre de cette banque de la transition énergétique, parce que nos clients épargnants nous ont souvent fait part de leurs souhaits, de leurs attentes, de pouvoir donner du sens à leur épargne et de pouvoir mieux suivre son utilisation. Ça a été confirmé même dans une enquête qu'on a menée auprès d'eux il y a quelques mois. Et donc, dans le cadre de la Banque de la transition énergétique, nous avons également lancé une offre d'épargne verte et traçable. Donc, concrètement, nous avons lancé en septembre plusieurs livrets d'épargne pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et associations. Et l'épargne qui est placée sur ces livrets est strictement réservée au financement de projets de transition énergétique sur le territoire. Donc, on a mis en place un système de traçabilité, donc l'épargne collectée ainsi est logée dans une structure ad hoc qui permet vraiment d'assurer sa traçabilité totale vers des projets de transition énergétique, donc énergie renouvelable, rénovation énergétique, écomobilité, enfin voilà, différents sujets qui seront portés et qui dans la région. Et pour que les épargnants puissent suivre au mieux leur épargne, nous avons mis en place un site internet dédié où les principaux projets financés sont présentés, avec l'accord bien sûr des porteurs de projets, ce qui permet aux épargnants de bien voir l'épargne, l'usage qui en est fait et voilà, de trouver le sens donné à leur épargne. Donc voilà, en conclusion, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, sur ces sujets de transition énergétique, a vraiment des ambitions fortes et voilà, avec la volonté d'accompagner toujours plus de projets, d'entreprises et de pouvoir donner du sens à l'épargne grâce à ces sujets. Madame Schweitzer, je vous remercie infiniment. Nous enchaînons au pas de course avec Cédric Torralba, chargé d'affaires au CETIM, Centre technique des industries mécaniques. Cédric, vous êtes en ligne. Cédric Torralba, bonjour. Merci à vous de nous avoir rejoints sur cet événement. Cédric, au sein du CETIM, est-ce que vous pouvez nous apporter votre témoignage dans la transition énergétique? Oui, bien sûr. Donc le CETIM, donc, comme tu l'as dit, vous l'avez dit, c'est le Centre technique des industries mécaniques. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 personnes réparties sur toute la France et à l'international. Et l'une des missions principales du CETIM, c'est de développer et de relancer la compétitivité technique des industries mécaniciennes françaises. Et nous le faisons notamment en les aidant dans la transition énergétique à être éco-efficientes, c'est-à-dire aussi bien au niveau de leurs process que de leurs produits. On les aide à consommer moins d'énergie, à optimiser le recyclage, à réduire les déchets. Et nous faisons ça grâce à nos différents experts que nous avons dans tous les domaines de la mécanique et à nos connaissances que nous avons grâce à nos équipes régionales qui connaissent toutes les méthodes de financement et de plans de relance pour aider l'industrie. Le CETIM travaille en effet aussi sur l'ensemble des énergies renouvelables telles que l'éolien, l'hydrogène et son stockage et surtout l'hydroélectricité. Nous les aidons, donc les producteurs, à rendre leurs installations plus durables en les maintenant en conditions opérationnelles et aussi plus fiables et performantes grâce aux nouvelles technologies que nous pouvons développer au sein de notre R&D. Nous intervenons beaucoup dans tout ce qui est aujourd'hui la digitalisation et le monitoring et l'IoT pour justement moderniser toutes les installations. Au niveau, ça nous fait plus de 20 ans d'expérience que nous avons dans la partie hydroélectrique et bientôt 15 ans que nous avons une équipe spécialisée dans l'hydroélectricité qui est basée physiquement à Grenoble. Nous proposons via notre équipe grenobloise une large gamme de solutions dans l'hydro. Donc ça va du diagnostic général d'une installation, on va faire des inspections sur site, on fait du management de projet, du calcul, de la simulation, du contrôle non destructif, tout ça dans le but de pérenniser les installations hydroélectriques.
Aujourd'hui, beaucoup de nos clients sont donc basés en Auvergne-Rhône-Alpes et sur le bassin grenoblois. Et c'est du coup pour toutes ces raisons que voilà, qu'aujourd'hui nous soutenons l'association Hydro 21 et que nous participons du coup activement à ce salon Business Hydro, enfin ce e-salon business en tant que sponsor. Voilà, je voulais vous remercier tout le monde. Merci Cédric pour votre témoignage. Nous concluons cette séquence sur la transition énergétique avec Benjamin Lafont. Benjamin Lafont, qui est délégué régional du SNCT, syndicat national de la chaudronnerie et de la tuyauterie. Est-ce que Benjamin, vous êtes en ligne avec nous ? Je suis là, merci. Bonjour à tous. Formidable. Bonjour Benjamin. Benjamin, quel témoignage vous pouvez nous apporter au niveau de l'hydroélectricité dans la transition énergétique ? Moi, je peux juste apporter quelques, je dirais, inviter, je dirais, toutes les parties prenantes à continuer dans cette dynamique. On s'aperçoit que c'est une branche qui continue à se développer, qui a un fort potentiel par rapport à ces augmentations de gigawatts dans les prochaines années via cette énergie, par rapport à toute la maintenance qu'il y aura à faire dans les prochaines années, créatrice d'emplois. Voilà, donc le SNCT pourra faire qu'une chose, c'est continuer à défendre, à valoriser les intérêts des entreprises et continuera aussi à sponsoriser le business hydro et à soutenir Hydro 21 par son réseau. Et voilà, donc aussi informer que le SNCT est toujours là pour continuer à soutenir nos industries, répondre aux différentes questions qu'il peut y avoir dans ces branches, et puis continuer à féliciter tout le monde pour cette belle activité et ce beau développement dans celle-ci. Merci Benjamin Lafont au nom du SNCT. Je me tourne vers la régie. Est-ce que nous avons des questions des journalistes ? Chloé, est-ce que nous avons des questions ? Non, pas de questions. Non, pas de questions. Moi, je vais poser une question à Roland Vidil, le président d'Hydro 21, puisque Roland, je crois que vous avez, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, travaillé activement sur la refondation d'Hydro 21, et vous avez rédigé avec un comité d'experts scientifiques une tribune qui a été publiée dans Le Monde, le journal Le Monde, le 30 juin 2020. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, le point de départ, ça a été en début d'année, enfin pendant la période du premier confinement, de travailler avec un certain nombre d'experts sur une première tribune qui faisait 4 pages, que j'incite tout le monde à se procurer, à lire, que vous trouverez sur le site de Hydro 21, qui s'appelle « L'hydroélectricité, une filière stratégique pour notre réindustrialisation ». Voilà. Donc ça, c'est, de notre point de vue, un point absolument clé et dont on parle pas assez, cette question-là. On a toujours tendance à se centrer sur la question de la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, mais en fait, quand on dit ça, on parle plutôt de l'éolien et du solaire. Et puis, on gomme un peu le fait que Grenoble et sa région est la première région européenne en termes d'hydroélectricité. Donc ça, on a un point fort. Quand on veut parler de réindustrialisation, eh bien, on s'appuie sur ces points forts, on renforce ces points forts. Le deuxième point, c'est qu'il y a un marché de l'hydro qui est extrêmement important. Hein, je rappelle, l'Agence internationale de l'énergie dit qu'à l'horizon 2040, 580 gigawatts à développer. Donc, on a un marché important à l'export. On a un point fort on a un leader qui est, on va dire, Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, ça peut être un axe fort. On regrette toujours la désindustrialisation de notre économie,
Voilà. Et donc, pour réindustrialiser, il faut s'appuyer sur ces points forts. Et l'hydro en est un, il n'y a plus qu'à. Merci, Monsieur Vidil. Alors, effectivement, entre-temps, nous est parvenue une question de Mathieu Estrangin. Mathieu Estrangin, qui est journaliste au Dauphiné Libéré. Chloé, est-ce que vous pouvez nous reformuler sa question? Oui. Alors, Monsieur Estrangin demandait si on avait une idée des montants qui vont être investis d'ici à 10 ans pour moderniser et maintenir à niveau les équipements. Une idée du montant qui va être investi dans les 10 prochaines années au niveau des équipements hydroélectriques. Est-ce que, David, vous pouvez répondre à cette question? Oui, bonjour, merci pour la question. Malheureusement, je ne connais pas la réponse. Je pense que les acteurs qui se sont exprimés ce matin auraient pu. Malheureusement, moi, je suis mal placé pour vous le dire. Néanmoins, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un courant assez fort qui milite pour la modernisation, la maintenance de l'existant et, comme on a dit tout à l'heure, des capacités nouvelles aussi dans d'autres pays. Et comme ça a été dit aussi par le GEG tout à l'heure, également des capacités, ça ne pèse pas forcément beaucoup en mégawatts, mais ça peut faire plus de machines, plus de groupes aussi quand on fait la petite hydro. Merci David. D'autres questions? Oui, Marie-Hélène. Alors, on a une question de Madame Termos-Lodi qui demande, en dehors du fait de retracer les enjeux du développement de l'hydro, qu'attendez-vous très concrètement de ces rencontres? Alors, qu'attendez-vous de ces rencontres, de cet événement e-business hydro? Roland Vidil, je me tourne vers vous. Alors, donc, c'est la 5e édition. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure lors de l'ouverture de la prochaine séquence. Mais donc, c'est la 5e édition et donc chaque année, on a un thème central. Donc, cette année, c'est le digital. Donc, ça tombe bien parce qu'on organise les rencontres en digital et le thème central, c'est Hydro 4.0. Donc, le digital, la question du digital. Comment, avec le digital, les entreprises peuvent améliorer leur business? C'est ça la question centrale qui va être traitée à partir de 10h à midi. Voilà, donc, les années précédentes, on avait, il y a 2 ans, on avait un thème autour de le business à l'export. Voilà. Une année précédente, on avait la question de comment faire du business en Afrique. Voilà, des choses comme ça. Donc, cette année, on est autour du digital et le dur du dur va venir à partir de 10h. Monsieur Vidil, un mot de conclusion pour cette conférence de presse? De l'avenir pour l'hydroélectricité? Plein d'avenir? Oui, moi je pense que effectivement plein d'avenir. Développement régional, développement des territoires, développement international, gros business à l'export. Il faut pas, n'y a pas de honte. Il n'y a pas que les Chinois qui peuvent construire des barrages et des équipements hydroélectriques en Chine ou en Amérique du Sud. Voilà. Et puis la transition énergétique et la complémentarité entre les énergies intermittentes et les énergies pilotables. Voilà, c'est tout ce champ-là qui nous attend pour les 10 années à venir. Monsieur Vidil, je vous remercie. Une dernière question qui émane de Mathieu Estrangin, du Dauphiné Libéré, à nouveau. Chloé? Oui, Monsieur Estrangin demande si, après votre tribune, avez-vous eu le sentiment d'être entendu et avez-vous eu des retours des institutions locales ou nationales? Alors, monsieur... Je vais répondre. Hein. Oui. Écoutez, je pense que après notre dernière conférence de presse qui remonte à 1 mois et demi pour présenter Business Hydro, il y a eu une tribune notamment qui montrait qu'on considérait un peu que l'hydroélectricité était une énergie, une filière un peu oubliée. Je pense qu'effectivement, ça nous a incité, on a eu des retours des institutions et j'espère que les choses vont bouger un peu dans ce sens-là et dans le sens dont on vient de parler jusqu'à maintenant.
Merci, Monsieur Vidil. Ainsi s'achève notre conférence de presse dans le cadre de cet événement e-Business Hydro. Je vous invite à rester connectés d'ici 10 heures. Vous pourrez découvrir entre 9h45 et 10h le clip vidéo, le découvrir également sur le site hydro21.org. Et donc, je laisserai la partie officielle et l'ouverture à ma collègue, donc Juliette Talpin, rédactrice en chef de Puissance Hydro, et qui donc aura le plaisir et l'honneur de faire intervenir Monsieur Jean-François Carinco. Jean-François Carinco, qui est président de la Commission de la régulation de l'énergie et qui honorera de sa présence ces e-Business Hydro. Restez connectés, merci à vous de votre présence et au plaisir, à très vite.